Alors, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session de Parlons IA, un podcast qui est dédié et animé par et pour les collaborateurs de Sofrecom Maroc. Alors, merci déjà avant tout d'être parmi nous. Merci pour vos encouragements. Merci aussi pour vos messages. La dernière fois, nous avons parlé en fait d'un sujet qui était très intéressant, qui est le fine-tuning. On a vu comment transformer un modèle IA, un expert précis dans un domaine précis. Avec Besma, Zakaria et notre ami Mohamed Diallo, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, nous avons vu un sujet très intéressant, des échanges très intéressants et des analyses assez profondes. Alors, aujourd'hui d'ailleurs, avant tout, je vous rappelle que si vous avez, manqué l'épisode, dernier, vous pouvez en fait la voir, sur notre page, YouTube Sofrecom Maroc. Parce que tout simplement, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le sujet est très complémentaire. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, on va dire, le moteur invisible en fait de beaucoup de systèmes IA. Alors, c'est intitulé notre sujet aujourd'hui: «Les bases de données vectorielles, la science derrière la compréhension des mots par les machines». Alors déjà une partie du titre, elle est très compliquée à comprendre, mais le reste, il est assez sympa. Très bien, alors honnêtement, franchement, quand j'ai lu la première fois, je me suis dit: «C'est assez compliqué». Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que nos 2 invités vont nous permettre en fait de comprendre et de répondre à ils vont répondre bien sûr à toutes nos questions. Alors, pour, nous guider dans cette exploration, aujourd'hui, j'ai le plaisir en fait, d'accueillir parmi nous, alors en premier Zakaria Driss-Emiliani, qui est là pour, co-animer, modérer et bien sûr apporter plus de, explications, on va dire et d'éclaircissements sur, le sujet tout au long de notre session et aussi notre invitée spéciale, Aya Serar. Alors Aya, je te laisse te présenter en quelques mots. OK, au premier, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Voilà, pour me présente, Aya Sarer. Je travaille chez Sofricom depuis, je pense, 2 ans, presque 2 ans. Je fais partie de l'équipe, EDH. Voilà. Très bien, j'ai une 1re question qui me paraît, enfin, la plus importante, on va dire. Alors, pourquoi l'IA? Pourquoi c'est quoi ta relation avec l'IA aujourd'hui? En fait, ma relation avec l'IA, a commencé par, une simple curiosité, technique. Je voulais juste comprendre comment une machine puisse nous comprendre, répondre à nos questions, nos requests et même, générer de code. Puis cette curiosité est devenue une, Obsession? oui? Obsession? Pas du tout. OK. Devenu un projet chez Ça Sofricom ferait dans laquelle nous avons travaillé sur, un assistant qui génère de code automatique, personnalisé. L'idée, c'est au lieu de générer de code généré ou bien qu'on peut trouver juste par, des petites clics sur Google, ouais. on va générer un code personnalisé qui respectent les bonnes pratiques, le style de code, chez l'entreprise. Heu, on peut dire que les développeurs prennent beaucoup de temps pour résoudre les problèmes, les erreurs, lire les codes, les documentations techniques et tout. Du coup l'idée, c'est minimiser le temps, pour les développeurs et aussi minimiser les erreurs humains. Aussi on peut pour faire tout ça, on a travaillé sur un assistant qui sollicite notre LLM, je me rappelle le nom, Llama 3, pour, donner des réponses personnalisées et qui respectent les bonnes pratiques, de l'entreprise. Parfait, merci beaucoup Aya et Merci. ravie, de t'avoir encore une fois parmi nous. Alors Zakaria, une petite présentation rapide? Oui, Zakaria Trissimliani, architecte data chez Sofrecom depuis, bon, ça fait 9 ans maintenant et maintenant en mission, chez, Orange Middle East and Afrique, en tant qu'architecte data pour, la mise en place d'une plateforme data et IA. Voilà.
C'est parfait, merci beaucoup. Alors, Aya, Zekaria, bienvenue encore une fois. Merci. Alors, Merci. sans plus tarder, on va dire, on va commencer par le début, la question fondamentale, qui, je pense, dans la tête de beaucoup d'entre nous. Parce que pour pouvoir comprendre notre concept aujourd'hui, il va falloir comprendre comment les machines perçoivent en fait notre langage. Alors, la première question est pour Aya. Et si tu peux nous parler de exactement c'est quoi en fait les bases de données vectorielles. Ok, les bases de données vectorielles, ce sont des bases de données capables de stocker les informations sous format numérique, Mhm. qu'on appelle les embeddings. Donc la question qui se pose maintenant, c'est quoi un embedding? Ok. En fait, une petite réalité, la machine ne comprend pas le langage humain. Pour elle, nous sommes juste une pluie des chiffres, des codes, des zéros et des 1. Mhm. Donc, pour que puisse la machine le comprendre, il faut transformer nos mots, nos phrases à quelque chose qu'il peut manipuler mathématiquement. Et c'est là Ok. qu'intervient l'embedding. Donc, on peut dire que l'embedding, c'est une représentation numérique de sens du mot dans une phrase pour une base de données. Ok. Euh, et la question qui se pose maintenant une autre fois, comment une machine peut comprendre le sens du mot? Et Mhm. pour répondre, prenons l'exemple suivant. On a deux phrases. J'ai j'ai mangé un avocat et j'ai parlé à mon avocat. Dans les deux D'accord. phrases, on a le mot avocat, mais avec deux sens différents. On peut Mhm. dire pour la première phrase, c'est dédié ou bien lié à tout ce qui est alimentation, fruits et tout. Et pour la deuxième phrase, c'est lié avec une métier juridique. Du coup, deux sens différents, même si on a le même mot. Les mêmes mots, Du effectivement. coup, au premier, on va entraîner notre réseau de neurones sur plusieurs sources de données, sur plusieurs sources de données et tout. Et on lui demande de faire une prédiction de la suite de la phrase j'ai mangé un. Euh, Elle va halluciner, bien sûr, 100%. C'est Il clair? va dire n'importe quoi. Mhm. Mais après quelques tentatives, des erreurs, des corrections, euh, elle va essayer de comprendre que le mot avocat, c'est le plus adéquat à la situation, du coup, à la phrase. Mhm. Et il va prédire le avocat comme une suite de la phrase j'ai mangé un. Et comme ça, elle Mhm. va créer le vecteur ou bien l'embedding qui représente le sens de avocat dans la première phrase et le stocker. Et on va faire la même chose pour la phrase j'ai parlé à mon avocat. Mhm. Et comme ça, on finit par trouver deux vecteurs qui contiennent euh, deux sens de la même mot, mais on a des vecteurs différents. Du coup, le premier pour avocat qui représente une fruit ou bien dans le contexte alimentaire et la Mhm. deuxième dans le contexte métier ou bien juridique. Ok. Et enfin, en force de plusieurs entraînements, des calculs, surtout les entraînements sur les données qu'on a sur Wikipédia, les livres, les codes sources et tout, et tout, et tout, il va finir par représenter beaucoup ou bien tous les sens humains ou bien les mots qu'on a dans l'Internet à des vecteurs et le stock. Et là, qu'intervient la base de données vectorielle? Ok. On peut dire que on peut dire maintenant ici que on va stocker notre vecteur dans les vecteurs qu'on a déjà Mhm. dans la base de données et comme ça, si on veut faire une recherche ou bien faire une relation entre deux mots ou bien deux phrases ou bien quelque chose comme ça, Mhm. on va essayer de faire ou bien de calculer la distance entre les deux. Du coup, au lieu de faire une recherche euh, traditionnelle par des mots-clés ou bien des mots comme les bases de données relationnelles, Mhm. on fait une recherche basée sur le sens du mot. Et comme ça, il va finir par prédire les mots ou bien la suite de la phrase basée sur le sens qu'on a derrière les mots. Et voilà. Et je finis par dire que la machine ne comprend pas le langage Le humain, langage. Ok. elle comprend juste les représentations numériques de ce langage. Alors, Et voilà. déjà, merci pour la précision, merci. Alors, autrement dit, c'est une sorte de bibliothèque. Au lieu de classer des livres avec les noms d'auteurs ou sinon par les noms de livres, ça sera en fait par sens. Exactement. Ok,
Parfait. Tu as très bien résumé, en fait. Merci. J'ai bien choisi l'exemple, en fait. OK, alors ce qui m'amène, en fait, naturellement à ma deuxième question, qui est dédiée à toi, Zakaria. Quel est le rôle alors de cette base de données dans les LLM? Oui, mais elle a tout dit, en fait, hein. En fait, oui, c'est vrai qu'elle avait expliqué ce point, mais j'ai envie d'entendre ton point de vue aussi. Non, mais je plaisante. En fait, oui, hem, c en fait, les bases de données vectorielles, ne vont pas rentrer directement dans l'architecture LLM. Bon, OK, OK. ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que et là, c'est un petit message à transmettre, c'est que, par exemple, derrière les grandes sociétés comme Anthropic, qui sont derrière Claude, la partie LLM, c'est pas tout le produit. Mmh. Bah, c'est la partie vraiment LLM, c'est une partie du produit. Après, il y a OK. beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres composants qui vont former, toute la plateforme, qui va nous servir, nous, à parler avec cet LLM. Et parmi cette, architecture ou infrastructure ou cette plateforme, on va trouver des bases de données vectorielles et ils sont très importants, bah, comme l'a dit Aya, pour stocker des vecteurs, OK? Et ces vecteurs qui sont une représentation, numérique ou bien mathématique d'un mot, Vraiment? Mmh. justement parce que la machine ne comprend Ne rien comprends pas rien. et ça, il y a beaucoup de personnes qui quand ils parlent avec un LLM, ils se disent: «Waouh, il comprend ce que je dis». Mais non, il comprend pas, mais c'est la force des tokens, c'est la force des maths, c'est la force des ressources derrière. Mmh. Donc on va prendre un mot, on va le traduire vers une représentation qui est numérique, mathématique, vecteur mathématique, hein, je parle des vecteurs mathématiques qu'on a vus, voilà, avec, vecteur et puis matrice. Donc quand on va prendre ce vecteur-là, ben, on a besoin de le mettre quelque part, de le stocker quelque part. Bah, déjà, pourquoi on voudrait le stocker? C'est je Mmh. prends par exemple, bah, nous on est à Sofrecom demain, Sofrecom elle veut pour, je sais pas, pour un use case RH, elle veut garder, les procédures RH quelque part. Pour que si on veut parler avec un LLM, le LLM il comprend le contexte de Sofrecom. Bah, cette documentation qu'on va stocker, on va Mmh. pas la stocker en format texte. Texte. La machine ne comprend pas. Mmh. On doit la stocker sous format vecteur. Et pour la stocker sous format vecteur, on a besoin d'une base de données vectorielle. Je vais faire un petit rappel, un petit peu des bases de données, parce que c'est par base de données vectorielle, base de données, en fait, on a 2 types de bases de données. On a la base de données relationnelle, base de données non relationnelle. Mmh. Relationnelle, c'est, ce qu'on connaît, MySQL qui ressemble un petit peu à l'Excel. L'excel. Et après, on a les bases de données non relationnelles qui sont DocumentDB, Key-Value, heu, GraphDB et puis Columnar Database. Et maintenant, on va ajouter un type qui va s'ajouter à côté, qui s'appelle la base de données vectorielle, qui va nous permettre de stocker les vecteurs, bah, qui contiennent les mots avec leur sens Mmh. dans un contexte. Et j'aime bien l'exemple de l'avocat parce que, voilà, voilà, c'est une bonne représentation. C'est quand je parle d'avocat, je peux avoir différents Sens. meanings, Mmh. différents sens et le LLM, il va comprendre le sens avec le contexte. Bah, Mmh. si on parle d'un contexte Sofrecom, le LLM, il va plus s'orienter vers, l'avocat, le métier et pas le fruit. Effectivement. Voilà. OK. Ça arrive des fois effectivement qu'ils se trompent, comme a expliqué, Aya, et effectivement des fois on réexplique le contexte. Effectivement, on leur dit: «Ah non, c'est pas ça, mais Ouais, c'est plutôt ça», et il te dit: «Ah oui, c'est vrai, C'était d'accord», et c'est là où il reformule pour avoir, enfin, pour exactement, répondre exactement à ta question. OK, exactement, c'est ouais. très bien. En fait, effectivement, j'aime aussi l'idée, en fait, de l'image. C'est une sorte de mémoire, on va dire, intelligente, peut-être. Alors, Ouais, il y a pas en fait, il y a c'est bah, pas une je pense c'est, il y a pas d'intelligence derrière. C'est des calculs, c'est c'est voilà, mathématique. Il y a c'est une sorte d'entraînement, en fait. C'est à force d'être entraîné, il y a du sens derrière. voilà, il y a pas cette intelligence humaine. ouais, C'est une intelligence artificielle Artificiel, calculée. calculé. Voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir, Ouais, c'est parfait, merci. mmh, OK, alors, c'est vrai que tu en as parlé, mais pour aller un peu plus loin, en fait, dans notre sujet,
Comment en fait, tout cela s'assemble techniquement? Et là, il va falloir nous parler français et non pas chinois. Pour les non mathé pour les non informaticiens plutôt. Ah oui, oui, bah, ça va être compliqué. OK, On je va comprends. essayer. Non, mais Mmh mh. ça va être compliqué, mais c'est parce que c'est un sujet qui est technique. À la Mmh. base, c'est un sujet qui est technique, mais qui a un mais derrière, on peut justement, on peut le traduire vers quelque chose qu'on arrive à comprendre, qu'on a comme Aïe l'a bien fait avec l'exemple de l'avocat. Mmh. Mais en fait, c'est ça, c'est quand tu vas écrire, à un LLM, heu je sais pas, je mange, un, bah, lui, pour lui, je mange un, c'est trois mots différents. OK? Trois mots Mmh. différents, donc il va prendre chaque mot, il doit il doit prendre sa forme un petit peu, vectorielle. Vectoriel, c'est ça. Voilà. Il doit le traduire vers, Des des lignes, vecteurs. mmh. Voilà, des vecteurs avec, c'est pour ça le contexte que le LLM a, c'est très important et plus tu es dans du contexte, plus il est précis. Mmh. Parce que plus tu es dans du contexte, plus quand il va transformer, bah, le vecteur, il va être plus proche Mmh. des vecteurs que lui, il a déjà Base. dans sa base ou bien dans son entraînement. OK? Parce qu'il était entraîné avec des vecteurs et dans son entraînement, c'est quoi un entraînement? C'est juste qu'il va prendre les mots, Mmh. il va rapprocher les mots. Dépendamment d'un contexte, il va avoir un vecteur de plusieurs, bah, avant, dans les maths, on a vu les vecteurs, dans l'espace, vecteurs avec 2 dimensions, 3 dimensions. Mmh. Là, on parle de milliers de dimensions, ça dépend du corpus, mais c'est énorme C'est énorme. et donc voilà, dans un espace, il va prendre les vecteurs, il va prendre les mots, il va voir ça se rapproche de quel mot dans l'espace. Les vecteurs, ça se rapproche comment dans l'espace Mmh. et là, c'est avec, franchement, c'est pas compliqué. Il y a des petits exemples avec du Python où vous pouvez faire ça très simplement de voir, pour un petit paragraphe, je vais dessiner, 2 vecteurs pour voir comment ça s'approche. Bah, lui, il va voir cette distance-là, il va se dire que le mot le plus proche, c'est ce mot-là. OK, c'est une Le question mot de le plus logique proche, aussi. c'est ce mot-là. Mmh. Il va donner, il va répondre. Il va répondre par ça. Donc, grosso modo, si on veut comprendre sans rentrer dans la technicité, c'est ça. C'est j'ai un texte, je prends chaque mot du texte, Mmh. je vais le transformer, bon, pas toujours chaque mot, mais pour rendre simple, on dit qu'on prend chaque mot. On va le rendre, comme étant un vecteur Vecteur. mathématique. On le rend, c'est un vecteur mathématique. Bien sûr, quand on entend que, maintenant on a GPT, X, on a Claude, Y, ça veut dire que ce sont des entraînements. C'est Quand je ça. dis des entraînements, ça veut dire qu'on a pris un grand quand je dis corpus, ça veut dire que c'est, toute la base de données des mots, ben, ils sont entraînés sur internet, hein. Maintenant le corpus c'est internet, donc ils sont Mmh. entraînés sur internet et plus. Donc je prends tout ça, je le rends comme étant des vecteurs et je commence à entraîner sur plusieurs, ça s'appelle le multi-head, donc je prends plusieurs sens, je commence à voir le rapprochement des mots. Donc quand moi je vais prendre un paragraphe, je vais l'écrire, lui il va repartir sur, cet entraînement qu'il a fait, il Mmh. va se dire: «Ce que j'ai mis maintenant, il se rapproche de quel mot?» Il va choisir le mot suivant, Le il va le plus mettre. Bah, c'est pour ça il faut, en pratiquement quand tu parles avec un LLM, il te répond pas très bien. Ça veut pas dire qu'il n'est pas intelligent, ça veut peut-être dire que ton contexte n'a pas été bon ou bien tu n'as tu pas l'as su lui transmettre la bonne information c'est pour qu'il ça. te donne, Le bon la bonne correctif. réponse par rapport à son entraînement de base. Mmh. OK, je Je sais comprends. pas si j'ai arrivé à expliquer techniquement sans rentrer dans la technicité, mais Je sais pas, en tout cas pour moi, c'est clair. Mais c'est effectivement, c'est très clair. Bah, c'est pour ça, d'habitude, lorsqu'on est en train de d'écrire, par exemple, un prompt, on nous demande souvent d'expliquer le contexte avant de poser la question. c'est Ça ça, permet effectivement de situer la réponse. exactement. Exactement, c'est ça, OK, c'est c'est ça. parfait. Mais Bon, ça c'est veut parce dire que que tu as c'est bien expliqué. voilà, c'est pour ça que lui, il va arriver à te donner une réponse concise et précise, Par rapport à dépendamment de ton ce que besoin. par rapport à ton besoin, oui, voilà. En fait, autrement dit, vraiment, d'après tes explications et en complément de ce qu'a expliqué Aya, les vecteurs, en fait, ils sont vraiment le cœur de du système, en fait. C'est ça. Bah, c'est l'entrée du C'est modèle. exactement. Bah, lui, c'est l'entrée et c'est la sortie. En fait, c'est lui, c'est en fait, tout est histoire de vecteurs parce que c'est une machine, c'est des bits, c'est des 0, 1, Mmh. c'est mathématique.
Et Mhm. donc, tout le génie derrière les LLM, les transformers, c'est tout ça. C'est un- et c'est pour ça, les chercheurs dans la partie, dans les LLM, quand ils ont eu les résultats, eux-mêmes qui ont fait l'outil, ils ont été surpris par la qualité des réponses, Des par le fait réponses. qu'elles arrivaient à répondre à tout. Justement parce que c'est une transformation mathématique. Et puis, tu as donné une règle très générale pour dire, voilà, donne-moi le vecteur le plus proche. Alors, il touche à tous les environnements, à tout. Ah, voilà. Donc, du coup, J'aime bien le fait qu'on a terminé sur ce point parce que ma question suivante, elle est pour Aya et en fait, elle correspond exactement à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, Aya, s'il te plaît, ces technologies existent, bah, tu as répondu à une partie de la question, existent uniquement dans le monde des LLM? Est-ce qu'on l'a pas ailleurs? On a ailleurs, du coup, les bases de données vectorielles ne sont pas limitées juste dans le LLM. Mhm, On peut travailler dans n'importe quel métier ou bien domaine. Ça dépend au besoin. Si on a besoin de faire des recherches basées au sens des données, mhm. on travaille avec les bases de données vectorielles. Sinon, on fait la manière de recherche traditionnelle. Par exemple, si on parle de dev, Mhm. en tant que dev, tu peux faire des recherches intelligentes. Du coup, au lieu de faire des recherches basées sur juste le mot ou bien mot-clé, tu fais des recherches basées sur des fonctions, des morceaux de code, sur le besoin ciblé ou bien lié à ta besoin. Juste pas faire le mot exact ou bien chercher par mot. On a aussi le domaine de reconnaissance d'images. Mhm. On peut transformer nos images à des vecteurs basés par exemple sur les formats, les couleurs, euh, la taille et tout. Et comme ça, si on veut faire ou bien chercher faire une recherche sur une autre image similaire, on peut la trouver facilement. Mais même si on n'a pas le même tag, le même nom et tout, Mhm. du coup, on a aussi d'autres domaines comme détection de fraude. Si je parle de l'exemple d'une banque, chaque seconde, on reçoit plusieurs informations, Mhm. plusieurs transactions. On peut convertir ces transactions à des vecteurs et comme ça, si on reçoit une transaction inhabituelle d'utilisateur, on déclenche une alerte et comme ça, on fait les recherches nécessaires pour comprendre est-ce que ça marche ou bien il y a quelque chose qui ça marche pas. Aussi, on a d'autres domaines, par exemple, les recommandations, comme les plateformes de recommandation, Netflix, Spotify. On peut convertir les profils des utilisateurs, la musique et tout sous format Mhm. des vecteurs et comme ça, on recommande à l'utilisateur basé sur ces informations euh, des films ou bien des musiques adaptées à son goût. Et comme ça, on peut finir par dire que les bases de données vectorielles, Sont partout. oui, exactement. Effectivement. Effectivement, bah, voilà, tu as donné effectivement l'exemple de la banque en cas de fraude, les recommandations côté Netflix, Spotify, YouTube, Exactement, j'imagine aussi. bien sûr. Alors, effectivement, ils sont partout. ouais, Bah, ouais, c'est très bien. si je me permets d'ajouter que C'est ça. c'est, c'est, en fait, c'est une transformation pour moi, c'est une transformation dans le domaine de l'IT en général. Pas, même dans les business, c'est une vraie transformation Mhm. parce on avait avant une limitation sur tout ce qui est recherche. Bah, quand tu recherches par mot-clé, c'est très, bon, le mot-clé, oui, c'est bien, Difficile. mais Mhm. tu changes de langue, le mot-clé il change. C'est vrai. Tu changes de jargon, ça change. De Maintenant, avec contexte les aussi. bases de données vectorielles, on cherche par le sens de la chose. Mhm. Maintenant, c'est beaucoup plus pertinent et ça va ouvrir énormément d'autres use cases, comme l'a bien dit Aya. Mais il faut que les développeurs business, ils aient voilà, cette connaissance des bases de données vectorielles et qu'on arrive à voir le domaine de l'intelligence artificielle, bon, intelligence artificielle générative comme pas seulement le chat et les outils vraiment chat, mais comme une structure, une architecture qui va toucher beaucoup d'autres domaines, qui va transformer beaucoup d'autres domaines. Ok. Alors, ma dernière question, elle est dans Ah, ce sens aussi, encore une ouais, fois. ouais, ouais. Alors,
puisque ça va toucher à plusieurs domaines. Aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est Sofrecom, c'est les Ouais. développeurs, c'est nos collaboratrices et collaborateurs. Alors, comment ces personnes-là peuvent l'utiliser et en bénéficier des profits, bénéficier des profits à Ouais, chaque jour, on va dire, au quotidien. oui, ça, là encore, c'est une belle question. Non, mais pourquoi? Parce que c'est très important et c'est très important de savoir que maintenant, quand on parle d'IA, bon, je le redis, hein, c'est pas seulement le chat, mais il y a une architecture derrière. Bon, Il faut tirer parti de toutes les composantes de cette architecture. Et la composante la plus importante pour moi, c'est la base de données vectorielle parce que ça peut toucher à tout. Ça peut toucher, par exemple, je connais des projets à Sofrecom où on gère la partie ticketing, par exemple les tickets. Et du coup, maintenant, on a une recherche, je dois chercher par le nom de ticket, par l'ID. Bah, demain, je vais chercher carrément par le sens. mmh, Mais ça, comment, pour les ingénieurs Sofrecom, déjà de connaître que ça existe, comment l'utiliser, commencer à proposer ça. Surtout maintenant, ça devient très simple. Par exemple, je sais qu'on utilise beaucoup la base de données PostgreSQL ou MPG, et maintenant, Postgres inclut nativement la base de données vectorielle. C'est inclus nativement. mmh. Il y a des services sur Google Cloud Platform pour toutes les personnes qui utilisent le cloud GCP. Sur tous les clouds maintenant, sur AWS aussi, tu as des bases de données vectorielles qui sont disponibles. Et même si tu veux l'installer, maintenant, il y en a des open source qui sont très simples, très faciles à installer, Disponible. même en local. Mmh. Donc, côté coût, c'est pas très méchant. Après, tu as sur la partie, comme l'a bien dit Aya, sur l'embedding, déjà pour pouvoir faire un translate de ta base vers une base de données vectorielle pour stocker les informations comme étant des vecteurs et demain venir commencer à chercher dans Chercher ces dedans. informations avec des vecteurs. Là, tu dois avoir un algo ou bien un modèle qui fait ça. Mmh. Donc, je sais aussi qu'il y a des travaux qui sont en train d'être faits sur Sofrecom pour avoir des modèles sur Orange aussi, pour avoir des modèles dispo pour qu'on puisse faire ça, notamment avec du ALM proxy aussi. Mmh. Donc, l'architecture, elle est là. On peut le faire, mais pour moi, il faut être déjà force de proposition en ayant cette connaissance et Faire un voir, tour, en fait. voilà, et voir dans chaque application qu'on a, euh, est-ce que faire une base de données vectorielle n'est pas mieux? Et qu'est-ce que ça coûte par rapport à ce qu'on fait maintenant? Je sais aussi, je ne sais pas s'il est encore là, on avait un projet de moteur de recherche de Orange. Donc, le moteur de recherche aussi, bah, Mmh. c'est une révolution de le faire avec du Minion, hein. Avant, on faisait ça avec du mot-clé, avec du Elasticsearch, avec du OpenSearch. Maintenant, peut-être que on va avoir une nouvelle architecture derrière. Architecture. Eh ben, pour tout ce qui est fonction support, peut-être pour la partie RH, pour la recherche, peut-être pour la recherche dans des CV. euh, on peut imaginer beaucoup de use cases Mmh. qui peuvent inclure la base de données vectorielle Vectoriel. ou bien, comme les gens peuvent dire aussi, qui peuvent inclure un système de RAG. Parce qu'un système de RAG, derrière, c'est base de données vectorielle. OK. On en a déjà parlé, je pense. Avec Basma. Voilà. Mmh. Mais voilà, donc ce sont des architectures qu'on peut implanter, qu'on peut mettre dans beaucoup d'applications, dans Qu'on peut beaucoup de nos exploiter applications, sur voilà, mmh. dans beaucoup de nos applications, que ça soit dans la partie opérationnelle ou bien sur la partie fonction support. Mais il faut connaître et il faut être force de proposition par rapport à ça. Mmh. D'accord, c'est noté, merci. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, à tous les 2, bien sûr, pour cette exploration, en fait, de ce sujet qui est vraiment très intéressant, qui paraissait vraiment compliqué, mais ça va. Ça va. C'est quand même assez accessible après vos explications, merci. Alors, on va maintenant, en fait, passer à notre deuxième partie, la deuxième rubrique, en fait, de notre, épisode aujourd'hui et c'est notre rubrique habituelle, pour rester à jour, en fait, sur, les dernières actualités de l'IA Ouais, avec le Code Neuf. Alors, dans cette rubrique, on fait de la veille, Zakaria, c'est ça?
Ouais, Alors, ouais, ouais, ouais. qu'est-ce qui a retenu je sais pas, ton attention en fait cette Ouais. semaine? Ouais. Ah, bah, la dernière fois, j'ai parlé de Claude et je vais encore continuer à parler de Claude, même L'actuel, s'il y a c'est non, clair. mais même s'il y a aussi OpenAI qui ont sorti des trucs très intéressants sur la partie agentique Mmh. aussi. Donc là, je le dis, hein, je le dis, mais je rentre pas trop dans le détail. Mmh. Mais aussi, il y a Claude Opus maintenant qui est sorti, en 4.7, version 4.7. J'en parle parce que pour plusieurs développeurs, il y en a qui disent que ChatGPT, encore, il est bien. Mais voilà, donc je pense la plupart des personnes sont d'accord pour dire maintenant que Claude Opus, voilà, c'est le meilleur modèle pour faire du code, pour générer du code. Ils ont sorti la version 4.7. J'ai testé, perso, j'ai pas vu trop de différence avec la version 4.6. Quand je l'ai testé, j'ai dit waouh, c'est très différent. Mais bon, il y a une nouvelle version. Donc Claude aussi, il y a Claude Design qui est sorti. Ça peut être, hyper intéressant pour plusieurs personnes. Mmh. Donc Claude Design, c'est l'outil Claude pour faire du design. Mmh. Hem, Là encore, il faut pas aller, se dire que: «Ouais, maintenant, ça remplace un designer». Non, c'est pas ça, mais ça facilite énormément le travail d'un designer pour tout ce qui est maquette graphique, pour tout ce qui est voilà, tu lui donnes une maquette, il te sort des trucs, c'est C'est ça. hyper sympa, c'est hyper accessible Mmh. et je pense que ça va faire gagner beaucoup de temps et pour moi, la troisième actu intéressante, c'est beaucoup de personnes, bah, c'est un sujet, hein, ça, c'est même pas une actu, c'est un sujet, qui a commencé à voir le jour maintenant avec tout ce qui est agentique. On a commencé à on parlait de tokens, du coup, on a commencé maintenant à dépenser beaucoup d'argent sur la partie intelligence artificielle, comparé à avant. Comparé au temps où on faisait juste du chat, maintenant on commence à utiliser des agents. Les agents sont très consommateurs Mmh. et du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui ont commencé à soulever, point d'interrogation et la facture et la C'est facture. ça. Donc ça ramène un sujet, Mmh. et la facture, cette hausse de facture et du coup, plusieurs entreprises ont commencé à parler, de ça. Donc oui, c'est important, c'est très intéressant. Ça doit être, bah, les entreprises maintenant, tous, essaient un petit peu d'embarquer de l'IA dans leur process, mais il y a une composante importante, c'est ça a un coût et le C'est un coût, coup. il commence à devenir, très grand et donc on commence à se dire, oui, l'intérêt vs le coût. Du coup, on en a parlé la dernière fois avec Basma. Ouais, ouais, C'est exactement et aussi on avait parlé de OpenClaw. mmh. OpenClaw qui est un agent open source que vous pouvez prendre, télécharger et utiliser pour qu'il fasse des tâches, chez vous dans votre PC, voir les emails, voir ça, OK, faire des actions. Il est d'accord. open source, mais Mais dernièrement, il a été interdit par des entreprises. Il a été interdit par SAP. mmh. Disent que voilà, vous pouvez pas utiliser Claude pour aller, interagir avec notre, plateforme. Plateforme. Oui et c'est interdit aussi maintenant, par, Orange, par le groupe Orange. C'est interdit de l'installer parce que voilà, il présente beaucoup de risques de sécurité. En Donc termes d'information, donc donc attention, il mmh. faut pas l'installer dans nos PC de travail. OK, merci Voilà. pour l'information. C'est noté. Voilà. Je OK, pense que c'est tout pour cette fois. pour cette fois. Ouais. Mais c'est parfait, merci beaucoup pour ces informations. C'est Mmh. toujours aussi, intéressant en fait, d'avoir, une idée sur ce qui se passe, surtout parce que là, actuellement, on dit une semaine sans news IA, c'est limite une semaine perdue. Il y a tellement en Exactement. fait de changements Ouais, effectivement ouais, ouais. qu'il faut quand même, suivre. Bah, très bien. Maintenant en fait, on va passer à la dernière rubrique en fait de notre podcast qui est IA pour Sofrecom. Bah, avant tout, je veux juste noter que en ce qui concerne en fait le sujet, on va revenir bien sûr aux questions, s'il y en a, bien sûr, vers la fin bien sûr de notre session. Mais avant tout, on va aborder la troisième et la dernière, en fait, rubrique de notre podcast et qui, normalement parle la plupart du temps de vous, enfin de nous,
collaboratrices et collaborateurs Sofrec au Maroc, des métiers et des profils. Et aujourd'hui, l'idée, c'était de pouvoir parler en fait des ingénieurs data ou les data engineers. Alors, Aya, je commence avec toi. Pour toi, c'est quoi un data engineer? Mmh, on peut dire que data engineer, est l'architecte des données chez les entreprises. Ok, simple et efficace comme réponse. Ah, ça résume un petit peu, Tout, ça résume tout. effectivement. OK, en fait, le rôle des data engineers est de collecter, transformer, stocker et même rendre les données exploitables. Mhm, Donc, on peut dire, par exemple, on prend l'exemple qu'on a déjà parlé de la banque. Chaque seconde, on reçoit plusieurs transactions, des logs, des historiques et tout et tout. Du mhm, coup, le fait ou bien le rôle de data engineer est de prendre ces données ou bien collecter ces données, nettoyer, préparer et envoyer à les personnes qui ont travaillé avec. Par exemple, les data analysts, les dashboards et même les modèles IA pour faire des entraînements et tout. mhm. Donc, pour résumer, je pense que euh, on a des données, mais sans data engineer ou bien les ingénieurs des données, on ne peut pas l'utiliser. Facile. Ok. Moi, ce que j'ai retenu, c'était architecte de données, juste pour vous dire. Ah. Mais effectivement, en gros, son rôle il est très important en traitement de données. Et sans ce profil-là, on va dire, ça serait limite, il sera inaccessible Oui, la ou préparation inexploitable des données. plutôt. Exactement. Ok, c'est très bien, merci. Alors, toujours en parlant de l'IA, Ouais, alors, à l'arrivée de l'IA, quel est l'impact en fait de l'IA par rapport à, à ce profil, on va dire, aux data engineers. effectivement. Ouais, je pense que c'est un grand impact pour les data engineers ainsi que pour la plupart des profils Mhm, en IT. Euh, alors, pour moi, je suis data architecte, mais un data architecte, c'est un data engineer aussi. mhm, Il faut le souligner. C'est quelqu'un aussi qui va rendre la donnée accessible, qui va travailler sur l'architecture, mais qui va aussi descendre un petit peu et rendre la donnée accessible, comme l'a bien expliqué Aya. mhm, Et moi, personnellement, je vais parler de moi personnellement, comment j'utilise l'IA dans chaque jour, comment j'utilise l'IA. C'est déjà pour discuter. Déjà pour discuter des architectures. Parce que euh, il y a 4 ans, on se disait que le métier de data engineer était compliqué. Pourquoi? Parce que chaque 2 ans, tu as de nouvelles technologies qui sortent. Chaque année, tu as de nouvelles technologies qui vont sortir. Il va falloir aller voir pourquoi elles sont sorties. Vont résoudre quelles problématiques mhm. et pourquoi je vais les mettre, ou bien pourquoi on va investir sur ces technologies, ou bien pourquoi on ne va pas investir sur ces technologies. Maintenant, avec les IA, déjà, bah, quand je vais ouvrir mon outil d'Inoto, bah, on va commencer à parler sur l'architecture, ses avantages, inconvénients, pourquoi mettre ça avec ça. Et si je mets ça avec un autre truc, la chose qui me prenait parfois, qui allait me prendre un temps fou pour aller tester, peut-être maintenant que je vais juste donner un bon contexte bien précis, Mhm. il va me donner une réponse très rapide. Je vais challenger cette réponse pour avoir la connaissance derrière Mhm. et pour déjà figer mon architecture. Je dis pas qu'il faut faire toute l'architecture avec des LLM. Non, mais ça aide déjà à travailler cette Gagner du temps. architecture, poser des questions, avoir des réponses. Mhm. On sait comment ça marche maintenant. On sait que quand tu poses des questions, c'est entraîné sur Internet, donc il te ramène des réponses. Parfois d'autres réponses, experts, parfois les réponses sont fausses parce que le contexte au début n'était pas bon. Mhm. Et donc il faut mettre plus de contexte. Il faut parfois, euh, il faut parfois dire par exemple, bah, positionne-toi, donne-moi des problèmes dans mon architecture. En tant qu'expert architecte, donne-moi des problématiques ou bien Mhm. des failles de sécurité. Bah, il va commencer à te donner du contenu qui est très intéressant. Intéressant, Donc, effectivement. moi, déjà ça, je vois une très belle transformation parce que justement, il y avait un point de douleur sur la partie architecture de données. Donc, ça, c'est la partie archi.
Maintenant, on va descendre un petit peu à la réalisation, sur la partie réalisation. Avant aussi, il y avait un grand point de douleur pour les data ingénieurs. C'était quoi? C'était dans la formation, on va apprendre de la donnée, et dans la réalité, on va faire du code. Mmh. Les data ingénieurs, ils vont tous vous dire ouais, c'était ça. C'était Après, ça. voilà, on va faire des scripts. Maintenant, cette partie script, peut-être qu'on n'a plus vraiment besoin de le faire parce que pour un DE, c'est pas des gros projets, c'est pas comme des devs, c'est des petits scripts. Et donc, les LLM, quand tu lui donnes un petit script à faire en Python pendant un truc, il le fait très rapidement. Tu peux le relire derrière, tu peux le valider, Mmh. vérifier et le déployer. Et donc, sur la partie pipeline, ce sont les étapes qu'on va mettre pour rendre la donnée exploitable. Exploitable. Voilà, dans cette pipeline, tu vas avoir des parties où il va y avoir du scripting. Mmh. Bah, ces parties scripting, avant, ça posait problème pour les ingénieurs parce que c'était des codes et on ne maîtrisait pas tous les codes. Mmh. Maintenant, c'est plus un problème. Maintenant, c'est plus un problème. Donc, sur toutes ces petites tâches-là, maintenant, on a un assistant bah, qui va le faire. Et peut-être on va plus nous focus sur tout ce qui est données, qualité de la donnée, gouvernance, et laisser un petit peu ces tâches-là, ces steps-là pour l'assistant. C'est des tâches répétitives, on va dire. C'est des petites tâches pour transformer de la donnée. On sait, bah, je lui dis, je veux cette donnée, je veux que ça se transforme de A vers B. Bah, juste faire la transformation. Donc, pas besoin de faire le code. On peut demander à l'assistant de le faire. Alors l'assistant, il fait les tâches et le data ou l'ingénieur data va plus donner de la valeur à ce qu'il est en train de faire. Bah, il va faire ce qui est Et plus valider. important Exactement. que juste la technicité. Ouais, ce qui C'est est voilà, plus oui, c'est la qualité de la donnée, c'est le business. On le va aller faire un petit peu de business aussi. OK, ça marche. Parfait, merci beaucoup. Mmh. Alors, je pense que tu as déjà répondu à ma troisième question, qui parlait en fait du fait comment ils peuvent en fait, en profiter au maximum et là, tu as expliqué une grande partie en fait de Ouais, de cela. ouais, Heu, ouais. Mais j'ajoute, hein, puisque tu as OK, posé la question, heu, on profite plus maintenant des LLM en ayant un grand contexte. En ayant un grand contexte, OK. en comprenant, en s'intéressant au business. Par exemple, nous, Sofrecom, on travaille avec, Orange, on travaille dans le telco. Donc Mmh. maintenant, un DE, un data ingénieur, il doit aller comprendre bien la partie telco. Voilà, il doit bien comprendre la partie telco. Mmh. Il doit bien comprendre les métiers parce que maintenant, il va plus travailler sur la qualité de données, sur la gouvernance. Et pour avoir de la qualité de la donnée, il faut comprendre la donnée, il faut comprendre la donnée. Et pour comprendre la donnée, et pour donner un bon contexte à Il faut l'assistant, comprendre Ouais, le c'est ça. métier. voilà, il faut avoir le contexte, donc il faut aller comprendre le métier, il faut aller comprendre ce qu'il y a dans l'architecture qu'on a, dans tous les composants d'architecture, il faut aller les comprendre Mmh. pour savoir ce qu'on va utiliser. Donc, il faut plus avoir une tête de quelqu'un, voilà, comment dire, plus d'un architecte qui va un peu aller voir les outils d'une manière très transverse, Mmh. au lieu de ce qu'on faisait avant. Ben, on descendait vraiment au niveau petit projet et on allait faire les tâches. Donc pour moi, c'est comme ça qu'on va tirer le plus parti de cette transformation et c'est comme ça qu'on va devenir des data engineers qui sont augmentés par l'IA, Mmh. mais aussi en, en allant explorer d'autres domaines comme la data science. Et maintenant, un data engineer, il peut aussi faire de la data science, il peut faire beaucoup d'autres choses. Je m'arrête là parce que je pense que c'est pas beaucoup de temps. J'ai compris. Alors en fait, merci, c'est très clair en fait, Zakaria. Tu as parlé d'outils. Ouais. Est-ce qu'il y a des outils spécifiques en fait, spécifiques à partager avec avec les Oui, personnes qui nous regardent oui, qui doivent en oui. fait maîtriser? Bah, il y a ce qu'on a dit, le chat et le contexte et le prompting. Oui, on est en train de Ça, voilà, on en effectivement. parle. Heu, les outils, il faut aller voir, comme je viens de le dire, côté architecture, qu'est-ce qu'on Architecture. a? Mmh. Avoir un œil, vraiment un œil oiseau sur toutes les Sur composantes l'ensemble. qu'on a. Mmh. Il faut aller bien maîtriser par exemple, chez nous maintenant, on a GitHub Copilot pour faire du code. Mmh. Il faut aller maîtriser. Il faut savoir lui donner un bon contexte pour qu'il nous génère du bon code. Mmh. Heu Et aller voir les agents disponibles, par exemple, pour faire du code review, bah, ça
ça peut faciliter la tâche dépendamment des process qu'on a au sein de l'équipe. Mais Mmh. en général, pour l'instant, on a le chat et on a le GitHub Copilot. Pour des tâches un peu plus poussées, on a des plateformes, on a d'autres plateformes, on a d'autres plateformes maintenant qui existent, chez Orange, mais ça, c'est pour faire du RAG, pour faire du LLM et sans rentrer maintenant sur ces, détails-là. Mais pour l'instant, voilà, il y a des outils sur internet, mais pour nous, en tant que Sofrecom, c'est du SaaS, donc on peut pas ils sont pas encore disponibles, dans Disponible. notre catalogue d'outils. Donc on a les 2 voilà, les 2 outils phares pour l'instant. C'est très bien, merci beaucoup pour ces propositions et en fait, j'ai une dernière question, Ah, je pense qu'on pose souvent, et qui revient beaucoup d'ailleurs. C'est que, à l'ère, en fait, de l'IA, à chaque fois, on pose cette question: «Est-ce que l'IA va remplacer ouais, c'est la peut-être?» question. Même si j'ai une partie de la réponse Oui, bah, c'est de ce que tu viens de nous expliquer. bah, non, 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 ça Exactement. va pas remplacer, ça va pas remplacer, mais heu, moi j'y crois que l'IA ne va remplacer personne, mais il Mmh. faut qu'on soit des personnes qui soient augmentées par cette IA, qu'on arrive à l'utiliser, qu'on arrive à maîtriser l'outil. Heu, c'est comme du Word, hein, quand il fallait à un certain moment, tout le monde devait C'est ça. maîtriser Word. Mmh. Maintenant, on doit maîtriser l'outil, on doit savoir s'en servir. On doit comprendre qu'il y a un changement maintenant. Il faut pas pour moi, il faut pas rester dans l'ancien modèle, dire, «Bah, non, il y a pas de changement, je reste comme j'étais avant, il y a 3 ans, 4 ans». Non, il y a un changement, il faut changer, il faut monter en compétence sur les outils, il faut Mmh. comprendre comment on va se transformer. Pour un DE, il faut qu'il commence à voir comment il peut passer d'un data engineer à un architecte data engineer, de voir à chaque fois pour moi sur la partie IA, d'avoir cet architecte parce que c'est très important maintenant pour pouvoir former ce contexte, même si tu l'as pas dans l'intitulé du poste, avoir un œil Cette d'architecte compét qui cette te permet un compétence petit peu de voir, la globalité du besoin, du besoin. de descendre, de créer un contexte, de faire un bon prompt et d'avoir un très bon résultat exploitable et nickel OK. par la suite. Et voilà, et savoir avoir un œil critique pour dire est-ce que ça va pas. Dernier truc, il faut pas aussi perdre la technicité parce que demain, même si maintenant l'IA va générer le code, mais demain on a besoin de personnes qui vont vérifier est-ce que ce code il est bien. C'est ça, Si on arrête de faire du code, il y aura personne pour faire cette vérification demain. Et je effectivement. m'arrête là. Merci beaucoup, tu as tout résumé, effectivement, c'est très bien. Ouais. Je sais pas, Aya, si tu veux, rajouter quelque chose sur ce point-là, puisque tu Mmh. es Non, je pense il a pas. tout résumé, il Merci. a dit. C'était très bien. C'est parfait, merci beaucoup, en fait, c'était très clair et merci pour tes réponses aussi, Zakaria, Aya aussi. Alors je ne sais pas si nous avons des questions de nos, spectateurs, on va dire. Je vais essayer de vérifier. Il y en a pas mal. Ah bon? OK. Oui. Alors, je vais prendre la première question. Alors la première question est de notre premier invité qui est Zakaria Dref. Ah OK. Alors, y a-t-il des modèles d'embedding facilement tournables? Alors, ouais, sur Docker Desktop. Excusez-moi, j'ai pas mes lunettes, Ouais. il y a un peu trop de lumière. Ouais, Heu, je vois la question. OK. Est-ce qu'il y a des modèles il y a des modèles d'embedding, qu'on pourrait utiliser rapidement? Ben, Zakaria, merci pour ta question. Oui, il y en a. Il y en a les petits, il y a les grands, mais si tu veux t'amuser, tu as l'ancien et le très connu Word2Vec, qui te permet d'avoir, un vecteur rapidement, depuis, un mot. Sinon tu as les modèles, si tu veux t'amuser avec si tu as de la ressource, tu as les modèles, BERT, tu as GPT-2, ça tu peux te régaler avec ça. Mais, il y en a pas mal. Oui, et il y a déjà une personne qui a répondu à je Ouais, viens de voir ouais. effectivement à Zakaria. Et il y a une deuxième partie de sa question: «Comment les équipes de support peuvent bénéficier de la résolution des tickets redondants N1 utilisant les RAG?» Ah, ouais, là encore, c'est une très belle question. Bah, déjà, il faut avoir l'architecture.
il faut avoir l'architecture. Bah, il faut Mmh. déjà, bah, tu sais bien, je pense que tu sais bien, Zakaria, on en a déjà parlé. Il faut avoir déjà le modèle, d'embedding. Maintenant, dans notre contexte, on a des modèles d'embedding sur le LLM Proxy, donc on peut en profiter. Donc tu prends toute la base de données, des tickets, bah, tu la rends comme étant des vecteurs. Après, tu les stockes sur une base de données vectorielle ou bien tu vas avoir de la documentation, bah, que tu vas vectoriser. Bah, tu les mets dans un rack, tu vas avoir des documents, Oui. après tu traduis vers des shrinks, après tu vas le mettre voilà, tu vas les stocker comme un rack et puis, quand on va avoir une interface, LLM par exemple, bah, Mmh. on va mettre le texte va être augmenté. Donc avant même d'avoir la réponse LLM, il va être augmenté par le système RAG. Et du coup, on va pouvoir, quand on va parler avec le LLM, il va pouvoir nous répondre d'une manière beaucoup plus efficace que si on dit juste que j'ai un problème sur mon PC. Là, le système, quand tu dis j'ai un problème avec mon PC, bah, lui, il va aller voir que ton PC, c'est dans Sofrecom qui utilise ces procédures et ces procédures et ces OK. procédures. Et il va te répondre automatiquement, dépendamment de ta question, plus les documents que tu as ou plus, les tickets que tu as déjà dans ta base de données vectorielle, dépendamment de l'architecture que tu vas faire. D'accord, c'est parfait. Alors je pense qu'on a répondu à ta question, Zakaria. Alors excuse-moi, j'ai perdu voilà. Je reviens parce qu'il y avait une autre question. Mmh. Alors une question de Sabrine, Lesraoui. Alors on parle beaucoup de l'interdiction des outils d'IA dans les entreprises pour des raisons de sécurité Mmh. et de leur remplacement par des outils internes qui ne sont pas aussi puissants que les outils connus. Pensez-vous que les entreprises finiront par accepter ces outils en interne? Alors alors, On est je tous pense concernés. on est tous concernés, On oui. est tous On concernés. est tous concernés, ouais. Alors, je pense qu'on a beaucoup de chance de faire partie, du groupe Orange et on a Dinoto. Mmh. Avec voilà, tu as du cloud, tu as du cloud, voilà, que tu peux utiliser Effectivement. sur des versions très récentes, du coup, qui donnent déjà des réponses qui sont très bonnes. Ouais. Mais je comprends très bien la question parce qu'il y en a d'autres outils qu'on pourrait utiliser et qu'on ne peut pas utiliser pour des raisons de sécurité. Et pour moi, il faut quand même avoir cette composante sécurité. Faut déjà, prioriser la sécurité. Donc de dire que C'est ça. parce que il y a une partie réglementaire aussi dans la chose. Je donne un petit exemple. Hem, Bah, toi, tu veux utiliser ton outil, tu vas mettre ton document, il contient des données personnelles. Mmh. Normalement, tu as pas même par la loi marocaine, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça parce que, bah, tu vas sortir un petit peu des données personnelles, tu vas les envoyer vers un LLM qui est aux États-Unis. C'est problématique. Mmh. Donc, même dans les outils autorisés, il faut faire Il faut attention. faire attention, Il faut faire effectivement. attention. Mmh. Mais si c'est pas carrément autorisé, moi, je pense qu'il faut laisser un petit peu à côté. Il faut laisser un petit peu à côté. Je Mmh. sais qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits en parallèle, que ce soit Sofrecom, que ce soit Orange, pour voir un petit peu ces outils, dire voilà ce qu'on peut utiliser, ce qu'on peut pas utiliser. Donc pour moi, il faut attendre un petit peu d'avoir cette vue, cette gouvernance Mmh. avant d'utiliser parce que il y a des risques. Derrière, il y a des risques. Peut-être il faut parler plus longtemps, plus spécifiquement des risques qu'on peut avoir en utilisant des outils IA, surtout dans le cadre d'une entreprise. Euh, des risques, bon, il y a de grands risques. Et donc, quand tu vois le risque et l'intérêt, tu te dis que là, on utilise les outils qu'on a et on Mmh. les utilise avec précaution parce que même, puisqu'on a parlé de sécurité, même Dinoto, bah, quand tu utilises, il y a des modèles qui sont hébergés, Effectivement. voilà, c'est Ouais, pas ils sont pas hébergés c'est clair que dans Orange. Softrecom ou bien dans Orange. Mmh. Et même si c'est
ils sont dans Orange, par exemple, le LM Proxy, il faut faire attention. Par exemple, moi, je travaille, sur la zone MEA. Par exemple, si je travaille, sur un use case pour le Maroc ou bien pour le Burkina, j'ai pas le droit d'utiliser le LLM proxy qui est hébergé en Europe, même si c'est dans Orange. Donc il faut bien avoir conscience de ça et quand on utilise cet outil, il faut faire attention. Vigilant, il faut être Voilà, il faut vigilant. être très vigilant par rapport à ça. OK, c'est très clair. Merci beaucoup, Zakaria. Mmh. J'espère, Sabine, on a répondu à ta question. Alors, il y a Zakaria Drif qui a confirmé que c'était très clair pour lui. Merci, Zakaria. Et il y a une nouvelle question, alors de la part de Eric Renard. Merci pour cette session. Merci à vous. Quel est le taux moyen d'accroissement du stockage d'une base, comme celle des tickets, que l'on vectoriserait? Le taux moyen d'accroissement d'une base, j'ai pas un chiffre, exact à dire. C'est un exemple que j'ai donné comme ça, j'ai pas essayé. Mais, bah, pour moi, ça va dépendre un petit peu des use cases que tu as, du contexte que tu as, du nombre de tickets que tu vas recevoir et je pense la question, si j'ai bien compris, là, on parle de, bah, quand tu vas recevoir tes tickets, à un certain moment, tu vas te dire, à quel moment je vais re, réentraîner ou bien reprendre les données, vectoriser et les remettre sur la base. Mmh. Bah, ça, pour moi, ça va dépendre de chaque use case. Bah, si tu reçois des milliers de tickets par jour, ça va être différent de si tu reçois 10 tickets ou 20 tickets par jour. Je sais pas si tu peux donner plus de détails, Eric, ou bien j'ai répondu à la question, mais j'ai répondu dépendamment à ma compréhension voilà, Du contexte, voilà, d'accord. du contexte, mais je sais Bah, pas. sais pas, on va attendre, mais en fait, c'était notre dernière question. Mmh mh. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions et j'espère que ça a été très clair. Heu, on n'a pas eu de réaction d'Eric, je ne sais pas s'il va sinon de toutes les façons, il pourra te contacter, On peut après en bien sûr. parler, ouais, je me ferai un Et plaisir d'en parler, ouais. effectivement. Alors, on arrive à la fin de cette session, pile poil dans les temps, merci. De cette Merci. troisième session, on est en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment parti d'une limite, pour moi, c'était une question philosophique. C'est quoi comment une machine peut comprendre le langage? À des réponses très concrètes de votre part. Merci beaucoup. Petit résumé pour les personnes qui peut-être n'ont rejoint à la fin. On a vu comment en fait les bases de données vectorielles permettent aux IA de chercher du sens, plutôt que des mots. On a réalisé que cette technologie est déjà partout autour de nous et on a vu côté métier que les data ingénieurs sont en train de devenir, on va dire encore plus essentiels et que grâce à l'IA, ils vont pouvoir en fait ça va leur faciliter la vie déjà, tout en intégrant bien sûr, des assistants comme tu as expliqué et ils auront plus de temps en fait à mettre sur des choses qui sont beaucoup plus intéressantes et qui vont mettre plus de valeur sur le résultat. Mmh. Alors, Aya, Zekaria, encore une fois merci, pour, rendre déjà ce sujet accessible pour les non-informaticiens aussi et pour les personnes aussi qui nous ont regardés. Si, bon, un petit message à aux personnes via Teams, si cet épisode en fait vous a, plu, on va dire, vous pouvez aussi la regarder bientôt, sur, notre chaîne, Sofrecom Maroc YouTube. Alors, si vous avez des suggestions, bien sûr, de, sujets ou, d'intervenants, n'hésitez pas à contacter Zakaria, moi ou Mohamed Diallo. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe, qui est à côté de nous et pour le soutien aussi et on va se dire à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci, merci à tous.